Là, ça, ma fierté. What time is it? Une Swatch Headbanger. Mais c'est une Swatch géante. Mec, ça tue pas quand même la Swatch géante? Elle est trop bien ou pas? What time is it? C'est l'heure de regarder Talkie-Walkie. Talkie-Walkie, Talkie, Walkie, Talkie-Walkie, Talkie, walkie, Talkie, walkie, Talkie, Talkie, walkie. Talkie. Bienvenue dans Talkie-Walkie. Pedro Winter fait danser la planète depuis plus de 20 ans. Daft Punk, Justice ou Breakbot sont tous passés entre ses mains. Ce mois-ci, on vous emmène au cœur du mythique label Headbanger. Moi, j'ai grandi avec Star Wars et la collectionnite des Schtroumpfs. Moi, j'avais le village des Schtroumpfs. Claire Tabouret, la peintre qui n'en finit pas de monter, nous reçoit dans son studio de Los Angeles et nous présente George, son adorable petit chien. En direct de son appartement parisien, Xavier Veillant, le poids lourd de l'art contemporain, nous reçoit pour une rencontre autour de ses dessins. Mais tout de suite, c'est le charmant Pedro Winter qui nous ouvre son cœur. Salut Talkie-Walkie, bienvenue chez Headbanger. Entrez, regardez. Comme il fait bon vivre ici. Je m'appelle Pedro Winter, j'ai 44 ans. Je suis le fondateur et patron du label Headbanger Records que j'ai monté en 2003. Je suis aussi éditeur avec Headbangers Publishing. On édite des livres d'art, de photos et de graphisme autour de la musique. Et je suis aussi DJ le week-end depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors chez Headbanger, on a signé Mr Flash, DJ Mehdi, Justice, Crazy Bolded, Vicarious Bliss, DSL, Sébastien, Zongamin, Cassius, Breakbot, Huffy, Fids, Monsieur Oiseau, Mid, Sabrina et Samantha, Laurent Garnier est venu faire un petit passage sur le label, Busy P évidemment, mon artiste préféré, Boston Bun, Borussia. Et voilà. Hein. Qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame? Vous êtes plutôt tech house, tribal funk, hip-hop chinois? J'ai tout. Je vous sers quoi? C'est le bazar. Là, je peux pas faire le mal. Si, là, je sais un peu. Là, c'est les old schooleries hip-hop, celluloïd. Ma collection de Run DMC, parce que je suis fan de Run DMC. Donc, Run DMC, en veux-tu, en voilà. Ah, et regarde ce qu'il y a, Renaud. Toi, il y a plein de choses dans ces bacs à disques. Il y a même la... Hop, celui-là, il est pas trop bien? Il y a plein de gens, quelquefois, qui frappent, qui disent « Est-ce que je peux acheter des disques ?» C'est ma collection de disques. Pendant longtemps, ça a traîné dans une cave et j'ai eu envie de les ressortir et de repiocher un peu dedans. Il y a un truc assez inspirant dans le mélange musical. Regarde, Run DMC Noël que j'avais sorti pour les fêtes, Herbie Hancock, et en même temps, voilà, la musique de Truffaut, les 400 coups, les Fraggle Rock, que je ne saurais trop vous recommander. Je crois que c'est l'heure. Je dois annoncer le line-up de la soirée de ce soir. Fol Amour, DJ Deep, Miley Cyrus, Mademoiselle Caro et Laurent Garnier. Et on est en 2020 et il faut annoncer la soirée sur les réseaux, chose que je m'apprête à faire. Bim. Je suis aussi graphiste, hein, t'as vu? Hop, tac. Voilà. Ce picture disc de E.T. résume plutôt bien nos influences, mais tu vois, c'est pas incompatible justement avec Gainsbourg, par exemple, ou avec Bowie, ou avec les Clash, par exemple. C'est Futura 2000 qui a fait cette pochette, qui est un graffeur mythique new-yorkais. C'est pour ça que dès le début, en 2003, quand j'ai monté le label, j'ai fait appel à Somi, qui est le directeur artistique du label, et qui, lui, a tout de suite su donner un ton et une couleur au label, en prenant des ingrédients comme ça à droite à gauche, donc de la culture graffiti, de la rue, et en même temps, il se clashait avec les artistes du label, parce qu'il n'était pas non plus tout seul aux commandes. Donc Justice, eux, qui avaient plus cette envie justement de ressembler à une espèce de Queen mélangée à Led Zeppelin, mélangée à Pink Floyd, ça sentait plus le cuir, le rock, et donc ça a donné une espèce de couleur assez unique finalement, et c'est ça qui a marqué les gens depuis 17 ans maintenant. Quand tu vois ce que Somi a fait pour Mehdi, effectivement, c'est complètement différent de ce qu'il a fait pour Justice. Ça, c'est vraiment pour le coup la touche Somi. C'est sa patte, elle est reconnaissable parmi mille. Mais
Bon, on est parti de loin, puisqu'au début, ça on rigole maintenant qu'on la regarde. Ça, c'était la deuxième pochette de Somy pour le label. Et après, on a ouvert un petit peu le champ des possibles, puisqu'on a travaillé notamment avec Jean André, qui est un tatoueur français. Le but du jeu, c'était aussi de ne pas rester bloqué. Ça, c'était avec Pier Paolo et Maurizio Cattelan de Toilet Paper. Le dernier disque qu'on vient de sortir, c'est Molécule, qui est parti surfer la vague de Nazaré. Donc ça, c'est assez incroyable. On n'est pas resté bloqué en 2003. C'est ça aussi le challenge pour un label. Que ce soit graphiquement ou musicalement aussi, on n'est pas resté non plus sur l'ère des turbines de 2008 ou 2007. On a essayé d'ouvrir un peu le spectre musical en signant voilà, Mid, Boston Bun, Molécule, Dyslexique, ou en essayant de proposer des choses voilà, qui partent un peu dans tous les sens. Un des soucis d'être dans le même endroit depuis 20 ans, c'est que j'accumule les bibelots, les souvenirs de tournées, de rencontres, de voyages. Donc il y en a un peu partout, à droite, à gauche. Évidemment, c'est mon bureau. Chez moi, je me ferais un peu gronder par ma petite amie. Qu'est-ce que j'ai? Regarde, j'ai même gardé des pop-corn des 15 ans d'Headbanger. On avait fait un concert classique et symphonique au Grand Rex. On avait fait rejouer tout le catalogue par un orchestre. Donc j'ai gardé cette petite boîte à pop-corn. Je vous déconseille de goûter le pop-corn. Voilà, ça j'adore, moi, ce genre de conneries. Ça, on a fait ça pour les 10 ans d'Headbanger. Là, je tiens dans la main le MTV Award 2006, Best Video, Justice vs. Simian, We Are Your Friends. Donc ça, c'était un clip de Jérémy Rosan. Et l'anecdote, c'est que c'est ce même award qui a rendu fou Kanye West, qui est monté sur scène et qui a embrouillé Somy. Alors, pauvre Somy qui se retrouve comme ça sur scène, qui voit Kanye West débarquer. Mais moi, j'ai fait un clip qui a coûté $1 million. Je sais même pas qui vous êtes. Ça nous a aidé de dingue, puisque ça a été finalement la meilleure promo qui puisse nous arriver. Et c'était 2006, effectivement, un peu le déclic. C'était 1 an avant la sortie du premier album de Justice. Ça, bon maintenant ça a une valeur symbolique particulière, c'était pour mes 30 ans, donc c'était il y a 15 ans. C'est le Wintertainment EP, Zdar, Justice, Mehdi et Fafi. Ils m'ont fait un disque, ils ont pressé un disque, donc c'est ce qu'on appelle un acétate. Ça a une odeur assez particulière, vous savez. 12 piges de dance mégamix. Oh là là, ça me fait plaisir de le réentendre parce que... Alors je vous raconte, donc ça c'est Mehdi, qui a fait un remix de la Ritournelle, qui n'est jamais sorti. Bon, j'avance, parce que ça dure 8 minutes. Oh là là. Wouh! Ah, j'avais pas réécouté depuis longtemps. C'est Xavier qui me dessine, qui m'a toujours confondu avec le Denver, le dinosaure. Fafi, et la signature classique de Mehmed, de Mehdi. Toki, walkie, toki, Walkie. toki, walkie, toki. Walkie. Hey George. Bonjour, c'est Claire Tabouret. On est à Los Angeles dans mon studio et je vais répondre aux quelques questions pour cette interview de Toki Walkie. Exilée aux États-Unis depuis 5 ans, Claire Tabouret, représentée par la prestigieuse Galerie Perrotin à Paris, nous reçoit dans son atelier de Los Angeles. Comme ça, c'est bien? Like this, it's good? Ça va? It's you're laughing at me. Please start over. Et c'est son petit ami Nathan Tellen qui joue le rôle de sparring partner pour son auto-interview. Je suis née à Pertuis, dans le sud de la France. Et assez rapidement après ma naissance, ma famille a déménagé à Montpellier où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Suite à ça, j'ai été à Paris pour faire les Beaux-Arts. Et en 2015, j'ai déménagé à Élé. C'était une décision très spontanée, assez impulsive.
en sachant que j'avais jamais mis les pieds à Los Angeles. En fait, je savais pas trop où j'allais, mais ce qui me plaisait, c'est que c'était loin, que c'était l'aventure, que tout le monde m'avait dit que c'était très différent, donc c'était quelque chose que j'avais du mal à imaginer. Et donc ça a piqué ma curiosité. Et j'ai annoncé à tout le monde que je partais m'installer en Californie. Donc je me suis vraiment pas laissé le choix. Vu que je suis quelqu'un d'assez fier, il fallait que ça marche. Et heureusement, la ville m'a plu. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville dès mon arrivée. Et voilà, et maintenant ça fait 5 ans. My cap like this again. I think it looks better. Okay. I'm sorry. It's dry. Thank you. Ma dernière exposition, en fait, elle vient juste de partir du studio. Je crois que je l'ai terminée il y a 4 jours et elle est partie il y a 3 jours. Et j'ai pu filmer quelques images pour vous juste avant que les œuvres partent et s'envolent pour la Corée, pour Séoul. Malheureusement, je ne pourrais pas y aller vu la situation, mais je suis déjà hyper contente que les œuvres puissent voyager et qu'on puisse ouvrir une exposition. C'est assez rare par les temps qui courent. Donc ça, c'est génial. C'est des œuvres que j'avais commencées bien avant toute cette histoire de coronavirus. Mais en même temps, elles prennent une résonance particulière, je pense, dans ce contexte. Le sujet, c'est les frères et sœurs, c'est les fratries. En fait, après avoir peint les groupes, beaucoup, comment on se tient dans le groupe, quelle place on prend, quelle place on partage, la difficulté d'être soi parfois dans le groupe. Je m'étais ensuite intéressée au couple avec la question de la domination. Quand un couple ne fait qu'un, oui, mais lequel des deux? Est-ce que c'est possible d'être en présence de manière égale? Est-ce qu'il y a forcément l'un qui prend le dessus? Et finalement, j'ai récemment un peu shifté vers mon intérêt vers mes amis, vers mon entourage et vers la question de la famille. Qu'est-ce qu'on appelle la famille? Qu'est-ce qui fait le lien ce lien très fort entre les gens, les familles choisies, les familles biologiques? Les amis, c'est la famille en fait, mais il y avait aussi ce rapport-là très particulier aux frères et sœurs. Et qu'est-ce qui fait qu'en grandissant dans un même environnement, on puisse avoir des trajectoires très différentes ou des caractères très différents, les similitudes et les ressemblances. Tout ça m'intéressait et me fascine. Donc voilà, cette exposition qui s'appelle Sibling et dont vous pouvez voir quelques aperçus sur ces images vient de s'envoler pour Séoul et je pense qu'elle est dans l'avion en ce moment. Pour moi, commencer une œuvre, c'est une grande joie. J'ai toujours plein d'espoir, j'ai toujours l'impression que ça va être un chef-d'œuvre. Donc, le début d'une œuvre, le début d'une nouvelle peinture, le début d'un nouveau projet d'expo, c'est des moments où je suis à fond, j'ai mon énergie à 10 000 et j'ai hyper confiance en moi. Je déploie une sorte d'énergie comme ça, de titan. Je peux déplacer des montagnes et puis à mesure qu'on s'approche vers la deadline, tout s'écroule, je deviens plus que l'ombre de moi-même, je pleure beaucoup, il faut me nourrir à la petite cuillère. Enfin, c'est vraiment horrible pour les gens de mon entourage, mais je pense qu'ils apprennent à reconnaître ses hauts et ses bas. Mais c'est vrai que pour moi, finir, c'est hyper dur. C'est toujours un peu une déception parce que j'ai toujours l'impression que j'ai pas réussi à tout faire, à tout dire, à tout mettre dans le projet. Et je suis persuadée que c'est pour ça que je travaille autant, c'est parce que j'ai toujours une insatisfaction qui me pousse à recommencer et à repartir. Et après, je me réemballe de la même manière en me disant mais cette fois-ci, ça sera la bonne. Mais pour moi, ce qui fait qu'une œuvre est finie, c'est qu'il y a une sorte d'évidence. Il faut que l'œuvre ait l'air... que j'ai plus envie de rien déplacer dans la peinture, que chaque chose soit à sa place et qu'on ait une sensation de grande simplicité et d'absolue évidence. C'est comme ça. Voilà. Et parfois, ça prend des semaines pour arriver à ça, mais l'idée, c'est toujours qu'on ait l'impression que ça a été presque fait d'un geste. Je trouve que les meilleurs tableaux, c'est ceux qui donnent cette impression-là. Parfois, c'est vrai, ils ont été faits d'une même impulsion une après-midi, et parfois, ça a été des semaines et beaucoup de choses qui ont été recouvertes. Mais à la fin, on a cette sensation-là d'immédiateté et d'évidence.
Georges, il va bien, il grandit, il a 7 mois. Je l'ai eu quand il avait à peine quelques semaines. C'était la première fois que j'avais un chien et donc je pense que je ne me rendais pas compte non plus de ce que ça voulait dire. C'était un petit chiot absolument adorable mais complètement dingue qui mangeait tout ce qui était à sa portée. Donc les débuts au studio ont été assez stressants parce qu'il a détruit quelques œuvres d'art. Mais maintenant ça va, c'est derrière nous, ça se passe hyper bien, il est d'une patience infinie, il est toujours à mes côtés. Et il me remplit de joie, il me fait beaucoup rire. George, come. George, come. Jump. Good boy. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans la relation de l'homme à l'animal, de cette relation sans parole qui passe par beaucoup du langage du corps. Il y a quelque chose qui a à voir avec la danse, avec la peinture, avec tous ces modes d'expression où on se passe des mots. Il y a aussi toute la tendresse en fait entre l'humain et l'animal. Et donc ça a été un sujet assez récurrent dans mon travail récemment. Pendant longtemps, j'ai peint des gens que je ne connaissais pas. En fait, je trouvais des photos qui me servaient de source d'inspiration, de manière de représenter des situations qui m'intéressaient de manière peut-être plus psychologique, assez autobiographique, mais en transposant ces personnages et ça devenait des personnages imaginaires sortis du monde de la peinture. Et donc c'est assez récent ce mouvement où d'un coup la source d'inspiration c'est vraiment la vie, l'extérieur, l'entourage. Et ça a changé ma manière de peindre aussi, les couleurs sont beaucoup plus vives. La lumière est peut-être plus tranchée, plus criarde. Il y a quelque chose de plus vivant en fait. Talkie, walkie, talkie, Walkie. talkie, walkie, talkie. Walkie. Salut Talkie, c'est Xavier Veillant, je suis artiste et je vous reçois aujourd'hui chez moi. Il a représenté la France à la dernière Biennale de Venise. Xavier Veillant est l'un des artistes majeurs de l'art contemporain international. En exclusivité, il ouvre son carnet de dessin pour Talkie. C'est devenu une sorte de rituel, je publie tous les jours une image sur Instagram. Ça crée une sorte d'appel d'air, mais en fait, je pense que même si je le diffusais pas, je dessinerais quand même. C'est assez amusant parce que les dessins ont une dimension programmative, mais après ça, ils m'emmènent dans des endroits où je n'attendais pas à aller. Et donc, c'est une sorte de disponibilité et d'attention en même temps qu'il faut avoir par rapport aux accidents ou à l'inattendu. Ah, zut. Un trait pas droit. Arrive à glisser. Donc dans ce cas-là, je noie le poisson. En fait, il n'y a pas tellement de différence entre les dessins réussis et les dessins qui sont ratés, mais vous voyez qu'il y en a que je ne vais pas poursuivre. J'aime bien que celui-ci qui est assez simple. Celui-là que j'ai pas publié, que je me suis un peu perdu en route. Ou alors il y a des choses assez bizarres comme ça. Je crois que mon premier souvenir d'art, étant enfant, c'était une exposition de Vasarely, mais qui était dans un lieu patrimonial avec un pigeonnier. Je me souviens d'un pigeonnier, ça devait être en Normandie, je devais avoir moins de 10 ans. Et j'étais très impressionné, mais par le contraste, je pense, entre les tableaux de Vasarely et puis l'espace qui était très campagnard. Bon, donc si vous êtes là, c'est parce que je voudrais vous inviter à participer au pavillon français pour la 57e Biennale de Venise. Donc je suis l'artiste qui a gagné le concours pour le pavillon français. Bravo! Merci. Merci Sébastien. Studio Venezia, c'est le nom du projet que j'ai réalisé pour la Biennale de Venise en 2017, qui était le projet pour lequel j'avais gagné le concours du pavillon français.
Et l'idée, c'était de montrer des gens au travail, en l'occurrence des musiciens, et de faire entreapercevoir pour les plus chanceux le moment de création, le moment où les choses devenaient figées. Et c'était une expérience vraiment intense, très très belle pour moi et pour, je pense, la plupart des musiciens qui ont participé, parce qu'il y avait un côté un petit peu défi. C'était une sorte de marathon pour la préparation, mais c'était aussi un défi de construction, parce que faire les choses à Venise, c'est toujours un peu plus compliqué que sur la terre ferme. On a simplifié pas mal de choses, parce que je me rends compte que ça va être très compliqué. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait en temps et en heure, ce qui était quand même assez compliqué, parce qu'il y avait une dimension aussi technique au projet, et on s'est bien amusé en plus de ça. Dans les artistes les plus proches, il y avait des gens comme Sébastien Tellier, Philippe Zdar, Nicolas Godin, Chassol. Et c'était aussi très international parce qu'il y avait des gens qui venaient des États-Unis, des Anglais, des Allemands, des Suisses, beaucoup d'Italiens. C'est surtout des gens qui s'intéressent au son et à l'expérimentation, mais il y avait des choses qui allaient du domaine de la pop à l'électro la plus radicale, à la musique baroque, la musique contemporaine. Il y avait un petit peu de tout, avec un axe commun qui était un intérêt pour le son. Joachim, c'est un musicien que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup, à la fois comme DJ, comme producteur, comme responsable de label. Et en quelques jours, il a fait un album qui est sorti, le premier album sorti de Studio Venezia. Maintenant, il y en a plus d'une vingtaine. Dans le studio, il y avait des instruments géants que j'avais réalisés de manière assez sommaire en contreplaqué. Et ils n'étaient pas prévus au départ pour être joués, mais beaucoup de musiciens les ont utilisés intensément. C'était des objets qui étaient créés au départ pour créer un lien entre l'architecture du studio et quelque chose de plus anthropomorphique, de l'ordre de l'instrument de musique, qui est souvent créé à la taille, à la forme, autour du corps de l'instrumentiste. Et là, c'était une rencontre entre cette dimension anthropomorphique de l'instrument et puis une dimension plus architecturale. Les Géants de Varberg, c'est un projet qu'on a gagné en Suède, qui est un projet très important en taille. Et ce qu'on a fait, c'est des personnages allongés ou qui émergent du sol et qui deviennent des promontoires que les gens pourront investir, pique-niquer dessus. C'est des sortes de Gulliver. C'est sûr que les œuvres dans l'espace public, elles offrent un rapport au réel qui est... où par exemple on s'intéresse moins à savoir qui est l'auteur, mais plus à savoir si on peut faire une bonne photo, ou si on peut s'amuser, escalader. Et moi j'aime aussi pratiquer l'art de plein pied, comme quelque chose qu'on pratique physiquement. C'est un peu en rapport avec la musique ou l'architecture d'ailleurs, ce rapport plus physique. Ça commence à venir. Il y a des systèmes dans le dessin qui commencent à apparaître, qui n'étaient pas du tout anticipés. Par exemple, il y a cet axe qui est devenu un axe de rayonnement. Mais je ne sais pas si c'est très intéressant pour autant. On te décrit comme quelqu'un de très calme. Qu'est-ce qui pourrait te faire perdre ton calme légendaire? Je me sens pas du tout comme quelqu'un de calme, mais je suis plutôt heureux de vivre et surtout content de travailler, de faire des projets et de travailler en communauté avec des équipes. Le calme, en fait, c'est peut-être associé à cette notion que j'aime bien chez les artistes, qui est d'avoir une certaine distance. J'aime bien le dandysme de certains artistes comme John Armleder ou Marcel Duchamp ou Olivier Mosset ou Andy Warhol. Qui est une manière de créer une distance avec la réalité. Et cette distance est une condition pour pouvoir l'approcher.
Comme pour regarder la deuxième dimension, il faut être dans la troisième dimension. Exactement. Pour regarder la deuxième dimension, il faut être dans la troisième dimension. Talking, walking, talkie, Walkie. talking, walking, talkie. Walkie. Dans la seconde partie de Talkie-Walkie, vous revivrez l'extraordinaire aventure citoyenne des associations Protège ton soignant et J'ai besoin d'eux pendant la dernière crise sanitaire. En plein élan solidaire, le chef Walid Saed vous ouvrira les coulisses d'une rubrique foodie un peu spéciale. Le roi de la fiesta, c'est lui. Chaque année, Pedro Winter parcourt le monde entier et amasse des centaines d'objets liés à la musique. Salut, c'est Pedro Winter et vous regardez Talkie-Walkie. Hey, et en même temps, je suis en train de faire un carton flipper. Oh le tocard. Nous sommes en janvier 1997, premier album de Daft Punk, Homework. Et à l'intérieur, il y a une recomposition de la chambre des Daft Punk. Un bureau d'adolescents, tourne-disques, map-monde, radio, poster et un cahier de devoirs, Homework comme le nom de l'album. Et c'est ce même cahier dont j'ai hérité et que j'ai placé ici fièrement sur l'hôtel dédié à ce groupe Daft Punk avec lequel j'ai collaboré pendant plus de 10 ans. Et là, je peux divulguer un petit secret à mes amis de Talkie-Walkie. Ça, c'est la boule disco qui était dans le premier studio de Daft Punk. Donc, objet très cher à mes yeux. L'aventure Daft Punk, elle fait partie de mon histoire et je me rencontre chaque jour. J'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer. C'était milieu des années 90. Moi, j'organise des soirées à l'époque au Palace, aux Folies. Ils viennent mixer dans mes soirées, on sympathise. On fait plus ample connaissance chez les disquaires et chez Radio FG d'ailleurs. On se retrouve un jour invités à la même émission. Le hasard fait que je les croise aussi à Londres, au Ministry of Sound, pendant un de leurs concerts. Et un jour, un déjeuner, je déjeune avec Thomas et ils me disent voilà, nous on est en train de on est en studio, on est en train de préparer notre premier album et on va avoir besoin de quelqu'un pour répondre aux fax, pour un peu gérer les choses au jour le jour. Et voilà, on aime bien ton énergie, on se demande si tu as envie de te lancer dans l'aventure avec nous. Donc moi j'ai 20 ans et j'ai pas réfléchi longtemps. La nuit parisienne, je trouvais ça super, j'étais ravi d'organiser mes soirées, mais en même temps il y avait un nouveau challenge qui s'offrait à moi, donc j'ai préféré prendre cette direction et répondre aux fax. Alors ce qui était génial avec Daft Punk à l'époque, c'est que je répondais non à tout, donc c'était un job particulier, mais il fallait le dire avec le sourire et je pense que c'est moi ce qui a été ma petite touche finalement à cette belle aventure Daft Punk, c'était finalement de rendre humain un duo qui était très en retrait, qui est très fermé. Et donc j'ai travaillé avec eux pendant 12 ans, j'ai tout appris avec eux, j'ai appris mon métier, j'ai grandi avec eux. Donc c'était une expérience assez incroyable, donc je leur dois beaucoup. Et évidemment, toute cette collaboration a fait qu'ensuite j'ai eu moi les moyens de créer mon propre label, eu les connaissances suffisantes pour monter ce business et ensuite donner mes conseils, transmettre finalement ce que j'avais appris avec les deux robots, quoi. Dans la famille disque d'or, il y en a quelques-uns, bon il n'y en a pas des milliards ici, mais c'est des disques assez symboliques. Et, donc ça c'est celui pour Homework, premier album des Daft. 100 000 exemplaires vendus en mai 97. Donc l'album est sorti en janvier, donc ils ont vendu 100 000 albums en 4 mois, ce qui était plutôt une bonne chose à l'époque. Justice, donc ça c'est les petits cousins, pareil, 100 000 copies, donc ça c'était voilà, c'était 8 ans après avec le premier album Cross. Tout chaud, tout beau, disque de diamant pour le morceau Baby I'm Yours de Breakboat. Donc là on peut lire pour plus de 50 millions de streams. Alors, encore une fois, il y a des rappeurs français, Jul, 50 millions, ça ne lui fait pas peur, hein. Mais pour nous, c'est un symbole assez fort quand même. Et surtout, la fierté là, c'est d'exporter en tout cas la musique française aux 4 coins du monde, que tu sois écouté en Corée du Sud, au Brésil, au Chili, au Danemark. Et on a une chance inouïe d'aller pouvoir comme ça jouer aux 4 coins du monde
et faire danser les gens. Encore une fois, on a traversé tellement d'époques, tellement de révolutions. Moi, j'ai quand même commencé mon métier avant Internet, ou en tout cas, c'était le début, c'était les prémices. On n'envoyait pas de fichiers par Internet. On envoyait des cassettes DAT à Londres pour les masteriser. On les faisait remettre. C'était des choses encore physiques. Donc finalement d'avoir traversé tout ça, tous ces chamboulements à la fois technologiques, à la fois aussi de façon d'écouter et de consommer la musique, l'arrivée du streaming, la disparition du format CD qu'on est en train de vivre nous tous là aujourd'hui, la rapidité de l'information, tous ces chamboulements font que peut-être on est des témoins privilégiés finalement d'une révolution qui est aussi importante que l'électricité ou l'imprimerie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Internet, c'est une révolution qui chamboule nos sociétés et particulièrement la musique, notre façon de la produire, notre façon de la promouvoir, de la vendre et de l'écouter. Moi, j'ai grandi avec des Ghetto Blasters, mes lecteurs de cassettes, mes cassettes Orange, mes cassettes de Metallica. Et donc, c'est un format, effectivement, aujourd'hui complètement désuet. Tiens, regarde, je peux même te montrer celle-ci. Regarde, Stevie Vai et Guns N' Roses. Il y a un peu de folie à garder ce genre d'objet, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, en streaming, on a tout. Mais quoique, il n'y a peut-être pas tout, notamment ce disque-là qui est dans ce... Alors ça, c'est assez génial. Ça, j'ai acheté ça à Singapour. Et en fait, c'est de la vieille musique traditionnelle de Malaisie. Et genre, c'est une sorte de beatmaker à la JD local. Et ça défonce, quoi. Tokiwoki, je vous emmène avec moi dans le studio Motorbass à Montmartre. Visite inédite de cet endroit mythique et solennel de notre ami et frère Philippe Zdar. Et je pense qu'il y a une petite surprise qui nous attend là-bas. Talking, walking, talkie. Walkie. Talking, walking, talkie. Walkie. Pendant la crise du Covid-19, un formidable élan citoyen a vu le jour pour soulager le personnel hospitalier et porter assistance aux plus démunis. Rencontre avec ses héros citoyens. Salut Tokiwoki, c'est Sarah de Protège ton soignant. Protège ton soignant, c'est un collectif d'artistes, d'entrepreneurs, de citoyens qui a été fondé le 22 mars 2020 pour faire face à la crise sanitaire et qui permet de lever des fonds pour acheter du matériel médical principalement aux soignants le plus rapidement possible et l'acheminer vers les hôpitaux qui en ont le besoin. Les dons collectés par Protège ton soignant viennent de différentes sources. On a donc une cagnotte Litchi qui peut être alimentée par des particuliers, par des grandes entreprises, par des grands donateurs. Les fonds collectés par Protège ton soignant permettent d'acheter principalement du matériel médical pour les soignants. Ça peut être des pousse-seringues, des masques, des respirateurs, des oxymètres de pouls, du matériel de protection tel que des surchaussures, des surblouses. On a également 20% de la cagnotte qui est consacrée à des prestations qu'on appelle de confort. Donc ça permet par exemple de livrer plus de 4300 repas par jour aux hôpitaux. Pour augmenter nos moyens, nous avons mis en place différentes opérations spéciales, plus ludiques. Donc on a par exemple Star Solidaire, qui est une tombola qui permet, grâce à l'achat d'un ticket à 10 € qu'on va poser sur un lot, de contribuer directement à la cagnotte. C'est donc plus de 120 lots qui sont à la disposition des joueurs. Ça va de Dinan qui nous a offert un maillot dédicacé au blouson de Johnny, en passant par Orelsan, Breakbot, Booba. Il y en a vraiment, mais pour tous les goûts. Salut, c'est Breakbot. Bravo à Protège ton soignant pour cette magnifique initiative de tombola. Voici mon lot aujourd'hui, un piano électrique de la marque Kawai. Lot numéro 1, un t-shirt quasi neuf, que j'ai dû porter une dizaine de fois, de mon garage, Mr Pickles. Lot numéro 2, 3 cure-dents. Eux sont totalement neufs. Lot numéro 3, un rouleau de PQ, 80% neuf. Il y en a encore pour te dire un petit peu. Et surtout, le lot majeur que j'ai retrouvé pas plus tard qu'il y a des minutes, une édition Junior 2 du Trial Poursuite de 1992. Uniquement les recharges de cartes. Je vous embrasse, j'espère que vous avez la santé. Au plaisir.
Et on a également la Mode s'engage, qui est donc une initiative créée avec la Fédération de la haute couture et de la mode et l'Institut français de la mode, qui a réuni plus de 120 créateurs de mode. C'est historique. La Mode s'engage, c'est une vente aux enchères qui dure 4 jours. Tous ces créateurs, ces 120 créateurs, ont choisi une pièce bleue dans leur collection ou carrément créé une pièce bleue à cette occasion, parce que le bleu, c'est notre couleur chez Protège ton soignant. Et ça nous a permis, du coup, de réunir tous ces gens dans un geste collectif, solidaire pour les soignants, qui va nous permettre également de lever des fonds pour alimenter la cagnotte, pour augmenter nos moyens, pour acheter encore et encore du matériel médical pour les soignants. Grâce à toutes ces actions, Protège ton soignant a rassemblé plus de 7 millions d'euros. Une partie de cet argent est redistribuée aux associations de terrain comme J'ai besoin d'eux, qui s'occupent entre autres de la préparation des repas destinés au personnel soignant. Rencontre avec Afif Baroudi, le cofondateur de J'ai besoin d'eux. Salut Tokioki, c'est Afif Baroudi du collectif J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux, c'est un collectif citoyen d'urgence qui s'est monté de manière extrêmement spontanée au tout début du confinement. On est aujourd'hui une centaine de membres, tous bénévoles. Et en fait, on crée des chaînes solidaires entre ces bénévoles et ceux qui ont le plus besoin. Bonjour. Bonjour. Au soir de l'annonce du confinement, nous avons appelé tous nos amis restaurateurs du quart nord-est parisien en leur disant voilà, samedi soir vous allez fermer, est-ce qu'à partir de dimanche matin on peut venir récupérer dans vos frigos les denrées alimentaires qui va vous rester sur les bras. Donc accompagné par Linky, notre partenaire anti-gaspi, on est allé récupérer à peu près 4,5 tonnes de nourriture. En parallèle, nous avons commencé à appeler les centres sociaux et les hôpitaux en leur proposant de leur venir en aide et savoir quels étaient leurs besoins. Et à chaque fois, le premier besoin, c'était quand même la nourriture. Pour les hôpitaux, tous les services qui étaient Covid n'avaient pas accès au self. Donc c'était souvent des infirmiers qui venaient de banlieue, qui n'avaient pas les moyens de rentrer chez eux ou qui avaient peur de rentrer chez eux pour ne pas contaminer leur famille. Donc ils se retrouvaient finalement sans le sou à Paris et du coup on leur a proposé de leur venir en aide en leur ramenant midi et soir un repas chaud. Alors les acteurs de la chaîne, c'est Linky, qui est notre partenaire anti-gaspi. Il nous permet finalement de récupérer tous les invendus des supermarchés ou de Rungis. Rungis, chez un véritable grossiste, qui nous permet en fait d'acheter au quotidien et nous fournir en besoins quotidiens. Après, il y a les amis de No More Penguins qui nous permettent finalement de faire le dispatch. C'est eux qui emmènent les produits frais chez chacun des restaurateurs. Après, il y a les livreurs qui partent chez les restaurateurs et qui emmènent aux hôpitaux, aux EHPAD, à la maison de la femme, etc. Après, il y a la logistique, la production, la communication, tout ça bénévole. Pour aujourd'hui, pour les restaurants pour aujourd'hui, ça représente à peu près 600 repas. Faire le tri, ils ont pris même de la rhubarbe, c'est cool. Le but, c'est grâce à ces chaînes solidaires de perdurer dans le temps et de mener des nouvelles actions. Aujourd'hui, nous réfléchissons à faire des colis alimentaires à destination des étudiants, à destination des familles isolées. À la Maison de la Femme, par exemple, de les accompagner sur des produits de beauté, des produits d'hygiène, de la livraison d'iPad, parce que c'est des personnes aussi qui, des fois, n'ont aucun accès, aucune capacité de pouvoir parler avec leur famille. Évidemment, il ne faut pas se démobiliser. Je pense que grâce à tout ce qui s'est passé pendant ces 8 dernières semaines, on a pu vraiment développer un groupe extrêmement solide. Je pense qu'il faut en profiter pour perdurer et faire que on trouve des nouvelles actions qui ont du sens et qui apportent le maximum de soutien à ceux qui en ont besoin. Allez, bye Tokiwoki. Ilan Rosenblatt fait partie de ces Parisiens engagés. Il livre des repas pour le compte de l'association J'ai besoin d'eux. Salut Tokiwoki, je m'appelle Ilan, je suis bénévole pour l'association J'ai besoin d'eux et Protège ton soignant. Aujourd'hui, je vais aller livrer des repas à l'hôpital Lariboisière. Venez avec moi, je vais vous montrer un peu comment tout ça se passe. Salut Tokiwoki, c'est Heidi de Miss Banmi.
Depuis le début du Covid, on fait des repas bénévoles pour les hôpitaux, soit Lariboisière, Saint-Louis, Bichat. L'aventure a commencé par Pia qui m'a appelé, une amie, parce que l'association J'ai besoin d'eux recherchait des restaurateurs OP pour faire des repas. Salut Tokiwoki, je m'appelle Pia. Donc, moi je suis responsable événementielle dans une marque de luxe. Et j'ai entendu parler de J'ai besoin d'eux la première fois par un ami qui s'appelle Afif. Et j'ai très vite vu en fait, qu'il y avait besoin d'aide. Et du coup, j'ai décidé de mettre mon temps à partie. J'ai une amie qui a ce super resto Miss Banmi. Et je l'ai contactée pour lui demander si ça lui disait de participer. Elle avait envie de le faire aussi à ce moment-là. Elle se posait les mêmes questions. Donc c'était parfait en fait. Et on a commencé à faire les repas toutes les semaines et se retrouver dans un moment avec des bonnes ondes, de la bonne énergie pour faire les repas et remercier en fait toutes ces personnes qui sont au front encore plus que nous. Pour nous, c'est assez facile et voilà, on aide tous comme on peut. LG, 100 cacahuètes, c'est celui-là. On fait à peu près 150 repas par semaine, donc on doit en être à 700-800. En fait, on improvise avec les dons qui peuvent venir de Terroir d'Avenir ou de Linky, plein d'associations. Et donc, on reçoit nos légumes et en fonction, on fait un menu. Poulet sans coriandre, poulet sans coriandre. Là, j'ai un sans coriandre, là. T'as un poulet sans coriandre? Là. Non? Ouais. Ce qui est très sympa, c'est qu'il y a plein de gens bénévoles qui se sont manifestés pour le faire. Et du coup, je rencontre des gens ou je découvre des amis très sympathiques. Voilà. C'est fun, on est tous contents de se voir finalement. Ça nous met, on est assez contents de rendre service et de nous sortir un peu la tête de cette crise du Covid. Ça nous donne un autre aspect, quoi, qui est assez sympa et qui nous sociabilise un petit peu, ce qui nous manque un peu, quoi. Même si ce n'était pas le but de départ. Et c'est parti pour Ilan. Notre ami au grand cœur part faire sa livraison à l'hôpital Lariboisière. Bonjour, c'est J'ai besoin d'eux, on a des repas pour vous. Oui, il y a 25 plats, je crois. Ouais. Ok, à tout de suite. Merci. On est à Lariboisière. On vient leur servir 25 repas de chez Miss Banmi pour le service de Réa chez nous. Moi dans la vie je suis réalisateur, je travaille plus dans la publicité et j'ai vu assez rapidement que j'avais besoin de repas. J'ai commencé à cuisiner chez moi. Après j'ai cuisiné un peu dans le resto d'un pote et puis après j'ai commencé à faire des livraisons. Des petites livraisons d'appoint, mais aussi des 150 repas, mais par-ci par-là, des 50. Et puis d'autres matériels, des fringues, tout ça, tu vois, chapeauté par l'association Protège ton soignant et avec J'ai besoin d'eux. C'est que l'odeur, moi. Je prends. Moi, je sais pas. Ça vient de Miss Banmi. Vous avez aussi des chocolats qui viennent de la mère de famille. Ah d'accord, merci. Merci. Il y a des services où les gens ne peuvent même pas sortir. Regarde, vous n'avez pas le droit de sortir. Ouais, nous on peut pas. Il y a des services. La plupart en général, vous n'avez pas le temps. C'est ceux qui sont dans les bureaux surtout et très peu de services qui peuvent aller au cercle. Vous ne pouvez pas manger dans l'idée. Non, dans l'idée, on peut pas. Hein. Mais après, on n'a vraiment pas le temps de manger, quoi. Même quand on arrive à trouver du temps, il faut manger comme un soldat. Ouais. Bah oui, parce qu'après, il faut remonter. Bon bah doublement merci alors. Hein. Bah merci. Tokiwoki, force. Toki, walking, Toki, Toki, walking, Toki. Toujours dans le même esprit citoyen, de nombreux chefs parisiens ont spontanément offert de préparer des repas pour le personnel soignant. C'est le cas du chef Walid Saed, restaurateur à Pantin. Salut Tokiwoki, je m'appelle Walid, je suis restaurateur et cuisinier en Seine-Saint-Denis. Avec mes deux associés, on a un petit resto à Pantin. Et au lendemain du confinement, presque au lendemain, j'ai reçu un coup de fil de la part de Afif, de l'association J'ai besoin d'eux, qui m'a expliqué un petit peu qu'il avait besoin de restaurateurs, entre autres, pour l'aider à produire des repas pour le personnel hospitalier. Du coup, j'ai répondu favorablement, bien sûr, au lendemain du 14 avril. Et j'ai commencé à l'aider. Au début, on fonctionnait beaucoup avec les dons, que ce soit pour de la matière première
ou pour du packaging aussi, parce qu'il faut que les plats arrivent pour le personnel hospitalier dans des boîtes individuelles. Donc au début on fonctionnait beaucoup comme ça. Et très vite il y a plein de gens qui nous ont suivis, qui nous aident en amont, des gens qui sont chez eux, des gens qui se déplacent, des gens qui cuisinent, des gens qui livrent aussi, qui viennent jusqu'à nous pour livrer les hôpitaux. Il y a plein de monde qui a répondu à cet appel et ça fait chaud au cœur parce qu'aujourd'hui on est capable d'envoyer pas mal de repas. Et moi ce matin je vais avec une petite équipe, on va confectionner 150 repas pour l'hôpital Lariboisière et on va passer la journée ensemble. Donc là on est sur les poires et pommes au sirop de thym et un petit crumble. Et voilà, on fait des choses assez simples, le but étant de faire plaisir et parfois juste des bonnes poires et des bonnes pommes avec un bon sirop au thym et romarin et un petit crumble, ça suffit pour égayer une petite journée. Alexis ferme les boîtes et Romain il ferme les boîtes. Donc c'est pour Lariboisière, Réa C 40 personnes, Réa M 20 personnes, radio 35 et urgence 50. Donc on essaye de mettre les boîtes par service. En fait, il y a une personne de chaque service qui nous rejoint à l'entrée de l'hôpital et on donne les boîtes. Donc les petites poires et les petites pommes au sirop sont prêtes. 35 petits desserts pour le service de radiologie. Et derrière, on enchaîne avec la mise en place des boîtes pour le plat qui va être aujourd'hui du poulet rôti avec du riz, une salade de pommes de terre aux betteraves et une petite sauce au curry un peu inspiration butter chicken. Donc c'est parti avec le petit poulet rôti, la petite sauce curry qui est toute prête et les copains qui commencent à monter les assiettes. On a Antonin qui est en train de mettre du riz et Alexis qui met la petite salade de betterave avec du chou rouge dedans, du jus de citron, d'huile d'olive. Ah, voilà, c'est la première assiette où la betterave rencontre le riz. Là. La grande rencontre. Et là-dessus, on va mettre un bon morceau de poulet et une bonne louche de sauce et on finira avec une petite poignée d'herbe. Ça va être trop bon. Les boîtes sont bientôt prêtes, on met les couvercles. Stéphania, notre livreur du jour, vient d'arriver avec sa petite voiture. Là c'est parti, on charge la voiture. Ça c'est les 50 pour les urgences. REAC, en effet, tu as les desserts. Ça, c'est tous les desserts de REAC. Tu as les plats des REAC qui sont là-bas. Et ensuite, là, c'est la radio. REAC, en effet, tu as les desserts. Génial, merci beaucoup. Voilà. Merci à Chef Walid et son équipe pour ces recettes gourmandes. Et bravo encore à tous les bénévoles pour cet incroyable élan de solidarité. Talkie, walkie, talkie, walkie, talkie, walkie, talkie, walkie. Je vous fais kiffer un peu ou pas? Oh, regardez comme c'est beau là. Dans la dernière partie de l'émission, Pedro nous emmène dans un lieu chargé d'émotions, Motorbass, le studio du regretté Philippe Zdar de Cassius. Ma vie musicale est née dans le 18e arrondissement et elle perdure dans le 18e. Les Daft, Air, Cassius, Motorbass, ils avaient tous leur studio à Montmartre, quoi. Ah, on est arrivé. Donc là, je vous emmène au studio Motorbass de Philippe Zdar, plein cœur de Montmartre. Et on va voir ce qui s'y passe aujourd'hui. Là, on est chez Motorbass. Tu peux entendre, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de bruit quand le monsieur a ouvert là-bas la porte avec les machines, qui vaut son pesant d'or d'ailleurs, qui mérite un petit détour. Studio mythique, évidemment très particulier aujourd'hui, mais qui est un endroit qui respire la vie et le bonheur et la bonne ambiance, comme tu peux le voir ici. Et c'est le but du jeu, et c'est ce qu'on essaye de faire nous tous, en tout cas tous les gens qui ont croisé le chemin de Philippe.
de faire en sorte que le studio reste à son image, un endroit convivial, où il se passe des choses, où on essaie de créer un peu de magie. Alors c'est des choses qu'on ne contrôle pas forcément, mais justement c'est pour ça qu'on invite des artistes. Les artistes s'invitent plutôt dans cet endroit et essayent aussi voilà, de s'inspirer des ondes et de faire des belles choses. Tu mets les pieds dans un endroit où a été fabriquée la musique pour laquelle toi aussi tu as envie de faire de la musique. Donc c'est dans le sillage des disques que je préfère carrément au monde. Et effectivement, c'est le studio de Philippe et donc là où il a produit tous ces trucs avec Hubert. Rapture, Cat Power, M, Cassius, la liste est très très longue. C'est un écrin cet endroit et des petits bijoux qui viennent s'y poser de temps en temps, il faut qu'ils soient bien reçus, qu'ils se sentent bien. Et parce que, exactement comme l'a dit Juliette, ils viennent pour un petit bout de temps et ils doivent délivrer et cracher cette magie. Et donc, autant que ça soit dans un endroit feutré, suave, doux. Et après, pour les nerds, il y a un équipement et des machines assez incroyables. Donc il y a de quoi aussi s'amuser pour les ingé-sons et les bidouilleurs. Ici, c'est la régie. On voit la SSL, qui est une console mythique. Enfin, c'est très 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 rare. Tout ça, ce qu'on appelle les pool tech, que des effets. C'est n'importe qui vient ici, qui aime bien un peu le matos, il est fou. C'est un endroit de rêve en fait pour un musicien. On est là que depuis ce matin, mais oui, j'ai trop hâte, le piano est super, les éclairages, les couleurs. J'ai pris le truc, j'ai pitché avec Pierre des machins, parce qu'on pouvait pas rejouer parce que tous les sons étaient super. Donc c'est que à partir de trucs pitchés. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait... Laisser travailler. Hein. Là, c'est tous les souvenirs de Zdar, des disques d'or de M, de Phoenix, de Solar, des petites blagounettes, un dessin de son ancien appart, des essais de logos, un super portrait de Philippe, et une photo assez mythique. Ça, c'était 1999 à Londres. On est tous ensemble. Regarde, c'est la pochette de leur premier album. Regarde, tac. Donc là, on est au fond du studio Motorbass. On est dans la salle des disques de Philippe Zdar. Une sacrée collection, comme vous pouvez le voir, du sol au plafond. Et ce qui est génial de cette pièce, c'est que c'est donc une pièce de stockage de disques et en même temps, elle sert à une prise de son puisque là, il y a une batterie qui est installée ici avec plein de micros. C'est un studio, encore une fois, vraiment particulier pour nous parce qu'on a tous passé des heures ici. C'est l'endroit qui représente tellement mieux notre copain que c'est un endroit qu'on a envie de chérir. Et c'est un endroit qui a besoin de vivre, qui a besoin de musiciens. Donc là, c'est génial de voir Juliette Armanet en train d'enregistrer un peu de musique en ce moment. Il y a plein d'artistes du monde entier qui frappent à la porte pour venir ici aussi goûter à cette inspiration et à cette magie qu'offre un studio comme Motorbass. Donc voilà, donc c'était important de vous montrer cet endroit en plein cœur de Montmartre qui nous est cher. Tokiwoki, je vous abandonne, il est l'heure d'aller vous coucher. Moi, je continue la soirée. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine Tokiwoki. Toki, walking, Toki, walkie, Toki, walking, Toki, walkie.